Alors, je suis donc Julieta Bancalter, je suis administrateur de Judaïsme en Mouvement, présidente du MGLF, et je voulais excuser Jean-François Bensaël, qui est coprésident de Judaïsme en Mouvement, qui ne pouvait pas être là, qui normalement aurait dû remettre donc le prix du premier roman que notre commission et surtout le jury de cette commission a élu. Donc, ne pouvant pas être là, on m'a gentiment demandé si je pouvais remplir cette mission délicate. Je voulais aussi vous dire que le texte que je vais dire ne vient pas de moi, c'est Niki Caro qui l'a écrit et donc je reprends ces mots. Donc, 7 romans étaient en lice cette année. Le jury les a tous salués pour leur qualité littéraire ou instructive. Mais évidemment, le jury n'a pu en retenir qu'un cette année. Et donc, il a été décidé et attribué à David Naïm pour son très beau roman L'ombre pâle. Cher David. Oui, mais merci Evelyne, la grande prêtresse de cette commission. Je commence par David. Donc, L'ombre pâle est un roman jubilatoire qui alterne un humour décalé, donc on pourrait dire un humour juif, et un tsunami d'émotions. Ce vibrant hommage aux figures paternelles et cette ode à la transmission a rencontré tous les suffrages d'un jury bouleversé par cette quête que nous connaissons tous à des degrés différents, souvent moins, merci pour le terme, paroxystique. Donc un grand merci à vous, David. Vous nous avez submergés de tendresse douloureuse. J'y arrive, Evelyne. Cette année, nous avons exceptionnellement créé un nouveau prix, celui d'un certain regard sur le 7 octobre. Et nous l'avons décerné à Lisa Hazan pour Shabbat noir. Ce regard, votre regard, Lisa, est celui d'une jeune femme de 22 ans sur l'indicible pogrom du 7 octobre. La question prégnante et récurrente que vous posez est la suivante. Comment continuer à vivre et donc à aimer, à danser, à s'amuser? C'est l'exacte question qui hante tous les Israéliens et un grand nombre des Juifs de la diaspora. Ce traumatisme et cette question existentielle, vous nous les faites partager avec toute la naïveté, la candeur et la beauté de vos mots, simples mais brûlants. Brûlantes aussi nos larmes en vous lisant. Merci pour vos cris, merci pour nos pleurs. Voilà, maintenant je laisse la parole à Niki Caro et ses intervenants. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc ce soir, nous avons décidé, je me rapproche, après avoir consacré un certain nombre d'années à de grands auteurs comme Kessel, Gary, Pérec, Proust, nous avons décidé de faire une place d'honneur à une femme et nous avons choisi très rapidement Naomi Ragen, que j'adore, et nous avons une grande surprise, en tout cas pour ma part, parce que je me suis vautrée, on peut vraiment dire le mot, dans les phrases. Je me suis vraiment
euh, j'ai tant aimé Naomi Ragen que je pensais qu'elle était, je dirais pas aussi connue que Proust ou que Pérec, mais qu'elle faisait partie de notre littérature la plus proche. Et ça, ce fut une erreur dans la mesure où je me suis rendu compte, vous ne m'entendez pas, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, alors, je ne parle pas du monde entier, mais même dans notre communauté, n'avaient jamais entendu parler de Naomi Ragen, ou s'ils en avaient entendu parler, ils ne l'avaient pas lu. Ce qui, à mon sens, j'espère que cette conférence va vous engager à la lire. Donc, que puis-je dire? Nous nous sommes concentrés. Bon, c'est une femme qui a toujours parlé, qui est à la fois israélienne et américaine, et qui s'est toujours, on l'a appelée la Rosa Parks israélienne, et elle s'est toujours intéressée à la place de la femme dans le monde haredi. Quelle est la place de la femme dans le monde orthodoxe? Donc, elle a écrit beaucoup d'ouvrages, mais nous n'en avons que 7 qui sont traduits en français, et nous avons choisi le corpus de 4 romans qui sont consacrés à la place justement de la femme dans ce monde orthodoxe. Je cite donc, peut-être pas dans l'ordre, parce qu'il y a un problème dans l'ordre de parution et dans l'ordre de traduction. Donc nous parlerons successivement, enfin je ne sais pas ce que dira notre conférencière, mais les 4 romans qui parlent de ce monde-là, c'est Filles de Jephthé, Sota, Les Sœurs Weiss et Le Silence de Tamar, que je vous conseille évidemment vivement. Donc, certes, Naomi Ragen n'est pas Chaim Potok, mais de là, comme certains critiques l'ont qualifiée, elle n'est pas la Barbara Cartland du monde juif. Je trouve que c'est assez méchant. Et ça sera à vous, en la découvrant, de vous en rendre compte. Donc, nous avons un certain nombre de questions que nous allons poser à notre conférencière, qui était la mieux placée pour en parler, sur le pittoresque, la gravité, les coutumes du monde haredi, les traumatismes qui sont ceux ressentis par une jeune fille qui ne peut échapper à sa communauté, la quête de la liberté, le problème de la modernité. Donc, je cède la parole d'abord, évidemment, à Laurence, qui va nous présenter notre conférencière, Michel Tauber, qui était, à notre avis, la mieux placée pour parler de cet immense écrivain. Laurence, à toi. Eh bien, Michel Tauber, d'abord, je tiens à vous remercier. Alors, Michel Tauber, tout d'abord, je tiens à vous remercier au nom de Judaïsme en mouvement d'avoir accepté notre invitation pour tenir cette conférence sur femmes, tradition, judaïsme à travers les livres, notamment de Naomi Ragen. Alors, je pense que beaucoup de gens du public vous connaissent pour vos talents d'interprétation des chants hébraïques et yiddish, mais vous êtes aussi et surtout professeur des universités en littérature hébraïque moderne et contemporaine, et vous enseignez actuellement à l'université de Strasbourg. Vous êtes une spécialiste du grand Aaron Appelfeld, un ami de 20 ans, auquel vous avez consacré votre thèse de doctorat, et ainsi qu'un essai paru en 2015, 100 ans de solitude juive, qui avait reçu à l'époque le prix MJLF de l'essai. Pour tous ceux qui sont intéressés aussi par la littérature hébraïque moderne et contemporaine, je vous signale que Michel Tauber anime un atelier de littérature hébraïque moderne et contemporaine au Centre Medem Arbetering. Donc, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Strasbourg. Il y a aussi cette possibilité-là. Donc, vous participez à de nombreux colloques et séminaires, notamment à l'Institut Elie Wiesel. Et vous êtes interprète et traductrice. Et justement, vous avez dernièrement traduit quelques poèmes dans une anthologie initiée par Gili Haïmovitch autour du 7 octobre et qui s'appelle Sous notre ciel brisé. Les spectateurs intéressés pourront acheter le livre après la conférence. Alors, la Maison de la Culture Yiddish
vous dispensez un cours sur les femmes du Tanakh dans la littérature yiddish. Vous comparez les représentations des femmes dans le Tanakh et dans la tradition rabbinique et celles de la littérature yiddish moderne. Vous saisissez donc parfaitement pourquoi Naomi Ragen a fait des emprunts au Tanakh pour les titres de 3 des romans de notre corpus, Fille de Jephthé qui est contenu dans le livre des juges, Sota dans le livre des nombres et Le silence de Tamar qui est dans la Genèse. Donc Fille de Jephthé, Jephthé sacrifie sa fille à Dieu. Sota, c'est la femme soupçonnée d'adultère. Et le silence de Tamar. Tamar était la veuve des 2 fils de Juda. Et logiquement, elle aurait dû épouser le 3e qui n'a pas voulu. Et bon, sous un subterfuge, elle a finalement eu des jumeaux avec Juda. Et l'un de ses jumeaux, Péretz, est l'ancêtre du roi David. Voilà. Alors, Michel Tauber, à travers les romans de Naomi Ragen ayant pour cadre le monde orthodoxe, autant en Israël qu'aux États-Unis, que pouvez-nous vous dire de la place de la femme dans le monde haredi? Ah, je un petit peu. Tout d'abord, je vous remercie Niki et Laurence de m'avoir invitée à parler de Naomi Ragen aujourd'hui à l'issue de ce très belle rencontre littéraire ici à Gênes. Alors, je ne sais pas si je suis la mieux placée. Il se trouve que je donne un cours cette année sur la littérature hébraïque au féminin et la prose hébraïque au féminin. Donc évidemment, tous les sujets affleurent depuis le dernier tiers du 19e siècle jusqu'à la littérature contemporaine en hébreu. Or, Naomi Ragen, vous l'aurez compris, enfin, elle écrit en anglais. Il n'en demeure pas moins qu'elle réside à Jérusalem depuis 1971, si je ne me trompe pas, et que donc, à ce titre, faut quand même la qualifier autrice israélienne. Et à cet égard, je voulais juste préciser que quand on parle de littérature israélienne, il ne faut pas entendre uniquement littérature en hébreu. Parce que certes, on écrit en hébreu en Israël, mais on écrit en arabe. Il y a une littérature arabe importante, il y a une littérature en langue française, au hasard, Raphaël Jérusalemi, et il y a une littérature en langue anglaise. Et je ne parle même pas du russe, bien évidemment, et de quelques œuvres également en langue allemande et d'autres langues que je connais moins. Mais en tout cas, on a quand même un très bel éventail linguistique dans ce tout petit pays où, évidemment, l'hébreu vient presque automatiquement en première place, mais ayez à l'esprit que pas seulement l'hébreu. Hein, on a aussi ce mélange des langues. Donc, Naomi Ragen, évidemment, dans ses œuvres, elle met un point d'honneur à traiter sous tous les angles possibles et imaginables ce monde orthodoxe dans lequel elle a un peu grandi et duquel elle s'est échappée, on peut dire, et qui l'a suffisamment marqué pour qu'elle en fasse la pierre angulaire de quasiment toutes ses œuvres, puisque dans toutes ses œuvres, elle va imaginer des personnages féminins. Bon, bien sûr qu'il y a l'autre côté, évidemment, il y a les maris, les pères, les amis, voire les amants, mais on peut dire que c'est vraiment une littérature entièrement au féminin, où les toutes jeunes filles, fillettes d'abord, puis jeunes filles, puis toute jeune mariée, etc., jusqu'à un âge très avancé, puisqu'on a une héroïne qu'on rencontre 40 ans après le début de l'histoire. Donc, tous les âges de la vie, dans ce milieu haredi, d'aucuns connaissent ici le sens de ce terme, qui signifie ceux qui craignent. Hein, c'est vraiment la crainte la plus forte qu'on puisse avoir, et c'est la crainte en fait de ne pas, c'est pas tant la crainte de Dieu comme on pourrait le croire. Il y a un autre mot en hébreu pour ça, qui est le mot yir'a, yir'at Hashem. Haredi, c'est avoir l'angoisse quelque part de ne pas accomplir un des 613 commandements, hein, une des Tariag mitzvot. Et donc toute la vie, au quotidien, du matin jusqu'au soir, la naissance jusqu'à la mort est complètement rythmée par cette profonde angoisse. Chez les Haredim, on compte bien évidemment
une flopée de mouvements et de tendances, aussi bien chez des chassidim, donc tous les descendants de ce célèbre mouvement piétiste fin du XVIIIe qui a évidemment fait des petits depuis, dont le centre nerveux s'appuie sur l'intensité et la ferveur de la prière, et non pas forcément, à l'époque en tout cas, dans l'étude du Talmud. Et puis en face, on a les opposants, ce qu'on appelle les mitnagdim, qui, eux, évidemment, mettent tout le poids sur l'étude, sur le Talmud. Chez Naomi Ragen, on a un peu de tout ça. Tous ces personnages se rencontrent. Évidemment, de nos jours, l'antagonisme n'a plus rien à voir avec ce qu'il a été lors de la naissance du chassidisme à la fin du XVIIIe, où ça a été vraiment une véritable guerre, et tout au long du XIXe également. Depuis, les choses se sont calmées, et on peut être à la fois un mitnaged et puis avoir des tendances chassidiques. Mais ce qui peut rapprocher les tenants de ces mouvements, c'est justement cet esprit, être au quotidien de la Hareda, d'être Haredim. Et c'est ce qu'on va avoir quand même comme en entrée de jeu chez ces personnages. Alors, il me semble que le sujet d'aujourd'hui, c'est la place de la femme dans cette société orthodoxe. Alors, on va peut-être commencer par le commencement. Je vais tout simplement vous donner des petits exemples, voire vous lire des petits passages pour vous montrer un petit peu de quoi ça relève. En plus, dans cet endroit ici, judaïsme en mouvement, évidemment, ça va résonner de façon particulièrement prégnante, vu que il s'agit ici d'un judaïsme qui est à peu près aux antipodes de ce que vous allez entendre. Commençons par le commencement, c'est-à-dire l'éducation des filles en particulier. On a des écoles qui sont extrêmement strictes. Vous avez peut-être entendu parler d'un mouvement initié en Hongrie, les Juifs de Szatmár, qui sont peut-être le plus extrême de l'extrême et qui imposent dès l'âge le plus tendre pour les fillettes de porter, par exemple, la tenue vestimentaire, évidemment, une extrême importance, de porter des collants extrêmement épais aux coutures apparentes et interdiction de porter des collants couleur chair au cas où à Dieu ne plaise, on puisse s'imaginer que ces fillettes n'ont pas de collant et qu'elles révèlent déjà leur chair. Bien évidemment, aucun maquillage ou quoi que ce soit, aucun bijou. Euh, euh, la jeune fille, la fillette juive orthodoxe, se prépare à une chose, c'est d'épouser un juif orthodoxe de la même obédience et de bien sûr donner des enfants autant que faire se peut. Euh, et l'on a et le plus possible. Et en particulier quand cette fillette est l'héritière d'une dynastie qui n'a pas pu avoir beaucoup d'enfants. Il arrive que les mères, voilà, et donc il s'agit de perpétuer la dynastie, et cela repose sur les frêles épaules de la fille unique justement du roman La fille de Jephthé, Bathsheba, puisque le père Abraham euh, exige de sa fille ce qu'il n'a pas eu lui-même, c'est-à-dire d'avoir des fils, évidemment. Ensuite, on passe évidemment au mariage, et ça vient très très vite, le mariage. On a par exemple pas par exemple, le mariage est forcément, obligatoirement un mariage arrangé. Hein, pas question de tomber amoureux, même si bien sûr ça arrive, comme vous pouvez imaginer. Mais dans ces cas-là, on fait fi des sentiments et on marie uniquement les enfants en fonction de quoi? En fonction évidemment de la dot, en fonction de l'argent qui est cette fois le nerf de la guerre. Évidemment, ce qui pour les parents est le plus gratifiant pour les parents d'une jeune fille, c'est de la marier à un yeshiva bocher, comme on dit en yiddish, un bachor yeshiva, donc un jeune étudiant yeshiva, qui soit un éloui, qui soit un grand esprit, qui soit un génie dans son genre, même si lui
n'est pas fortuné. L'essentiel, c'est que le garçon a sa fortune dans sa tête, si je puis dire, est un grand talmudiste, hein, dont le renom s'étend déjà au-delà de sa propre yeshiva. Et la jeune fille, elle, en revanche, est censée apporter une dot consistante qui pourra faire vivre le couple. Et si la dot n'est pas suffisamment consistante, eh bien, la jeune personne pourra éventuellement travailler. C'est un schéma qui n'est pas nouveau. Enfin, Naomi Ragen a constaté un état de fait qui existe depuis des centaines d'années dans le judaïsme ashkénaze, en tout cas, à des degrés évidemment d'orthodoxie plus ou moins divers. Mais ce schéma-là, la jeune fille qui apporte une dot substantielle et qui doit se marier avec un étudiant de génie, qui va vivre, comme on disait joliment, au crochet de ses beaux-parents bah, tout le temps qu'il faudra et toute la vie, pourquoi pas, tandis que sa femme eh bien, sera censée faire bouillir la marmite, hein, avoir ce qu'on appelle le parnossé en yiddish, c'est-à-dire le gagne-pain quotidien. Donc c'est de cela qu'il s'agit et évidemment ça ne se passe pas toujours de la meilleure façon du monde. Ces mariages arrangés comme par exemple le titre, euh, dans les sœurs Weiss, donc on vous a cité le titre d'un des romans, Le futur mari de Rose, qui est l'héroïne, je dirais, elle a une petite sœur, c'est quand même Rose, l'héroïne, à propos de son futur mari. Voilà, le futur mari qui s'appelle Boumi dit à sa Kala, à sa fiancée, je veux être honnête avec toi. Personnellement, je n'ai pas d'argent. Ce sont mes parents qui m'entretiennent et ils ne veulent pas d'une bru qui se balade dans le quartier et attire l'attention sur elle. C'est-à-dire qu'évidemment, la femme est bien sûr cantonnée dans son espace féminin, dans son royaume féminin, comme le veut la tradition. Un boucher glad cachère ne peut avoir une bru non cachère. Ce serait un désastre pour leur affaire. Certains de leurs clients considèrent que les photographies sont des images gravées. Alors évidemment, on va arriver à ce point essentiel qu'est l'image, la photographie, le tableau, c'est-à-dire l'interdiction du deuxième commandement. Hein, tu ne feras pas d'image, évidemment, à l'image de celle que Dieu a faite lui-même de l'homme. Et ça va être on peut dire un fil rouge qui court dans pas mal des romans, je pense au moins 3 sur 4, et qu'on retrouve dans pas mal d'œuvres littéraires sur l'orthodoxie, justement. Euh, alors, c'est encore une fois dans ces mariages arrangés, dans le roman Sota, qui a été cité, qu'on traduit par, enfin, ça représente la femme adultère, mais en fait, si on devait traduire en italien, ce serait traviata, parce que ça veut vraiment dire celle qui se dévoie, hein, c'est la dévoyée, celle qui prend un chemin de côté. La racine hébraïque, c'est cela. Et en fait, c'est pas du tout, c'est aucune des héroïnes, hein, ni Rose, ni sa petite sœur Perle, ni personne. C'est en fait une aïeule lointaine qui a été une sota et qui a donc épousé celui qu'elle aimait justement, qui a fait un enfant au remariage, enfin toutes les abominations possibles aux yeux des orthodoxes. Et ces sœurs, à cause de cette aïeule, ne peuvent prétendre à justement de beaux et surtout brillants étudiants de yeshiva, d'autant plus que leurs parents en plus n'ont même pas la dot qu'il faudrait pour les entretenir. Donc voilà comment ça rejaillit, hein, cette espèce de malédiction sur 10 générations, voire plus, qui rejaillissent comme cela. Euh, toujours alors, dans les Survives, justement, la mère de Rose met en garde sa fille des conséquences que pourrait avoir une exclusion de l'école Satmar. On l'a envoyée dans justement le plus orthodoxe d'orthodoxe, euh, alors qu'elle a été renvoyée d'une autre école pour justement avoir noué une amitié avec une petite camarade dont la famille n'était pas assez cachère aux yeux des parents. Donc voilà ce que dit sa mère. Pense au shidduchim, le shidduchim, c'est le fait de marier sa fille, hein, le shidduch. Pense au shidduchim de Mordechai, de Shlomi, de Yosef, tes frères aînés. Pense à Perle et à David. Qui voudrait s'allier à une famille déshonorée? C'est en gros le motto, évidemment, le slogan, si je puis dire, qu'on entend constamment.
Donc là, c'est le mariage arrangé, et ce mariage arrangé a lieu avec plus ou moins de bonheur, enfin plutôt beaucoup moins que plus d'une manière générale. Et voilà ce qui peut se passer, par exemple, pendant le mariage. Euh, alors, dans la fille de Jephthé, toujours. Donc, Jephthé, évidemment, comme l'a dit Laurence, est celui qui sacrifie sa fille parce qu'il avait tout simplement, avant de partir à la guerre, dans le livre des Juges, effectivement, il avait fait une promesse à Dieu de sacrifier la première créature qui viendrait à sa rencontre au retour de la victoire s'il était victorieux. Et donc, c'est le sacrifice d'une fille, mais donc, justement, la fille est sacrifiée, dans le roman, évidemment, non pas physiquement, mais sur l'autel du mariage arrangé. En fait, c'est ça, là, évidemment, la métaphore. Donc, le mari de Bathsheba, voilà ce qui lui sort. Je ne fais pas d'autres mots. Sais-tu ce que nos sages disent des époux? Surtout que ce mari, il prend beaucoup de liberté avec les textes, hein. Je voulais juste avant, quand même, citer un vrai verset, pour le coup, dans Exode 22, quand on a tout le chapelet des commandements qui nous arrivent, versets 21-22. N'humiliez jamais la veuve ni l'orpheline. Si tu l'humiliais, sache que quand sa plainte s'élèvera vers moi, assurément j'entendrai cette plainte. Et au chapitre de la veuve et de l'orpheline, on a aussi l'épouse. Donc, sais-tu ce que nos sages disent des époux? Non. Eh bien, je vais te le dire. Les sages ordonnent à la femme d'honorer son mari à l'extrême, de le craindre, de ne jamais agir sans son consentement. Elle doit le considérer comme un ministre ou un roi. Elle doit agir selon ses désirs et éradiquer d'elle tout ce qu'il n'aime pas. Tel est le comportement conjugal des filles d'Israël qui se veulent saintes et pures. Là, il pousse le bouchon vraiment beaucoup, beaucoup trop loin. C'est vraiment un personnage antipathique à l'extrême. Sa voix gagnait de plus en plus d'assurance. Tu dois le comprendre, Bathsheba. Tu m'appartiens et tout ce qui t'appartient m'appartient. Je suis l'autorité suprême qui décide ce que tu as le droit de lire, de faire et comment tu dois t'habiller. Et en l'occurrence, c'est sa propre mère à lui qui va dicter à sa bru ce qu'elle doit porter, pas de couleurs criées. Enfin, multicolores, on va dire, que des couleurs sombres, enfin, qui ne la font pas remarquer. Et Et ils se mettent à citer, on se demande d'où ils citent d'ailleurs, parce que toute femme qui refuserait d'accomplir les tâches qui lui incombent peut y être contrainte, serait-ce par le fouet. Je pense que c'est Très peut-être sympathique. un peu beaucoup, hein. Mm. Je veux t'aider, je veux te remettre sur le droit chemin. Pour le salut de ton âme, tu ne dois pas me résister. Etc., etc. Voilà. Je reviendrai à Bathsheba. Pourquoi lui dit-il ça? Alors, on a évidemment des tas d'autres exemples de la même eau, si je puis dire. Euh, des exemples peut-être un peu plus courts. Voilà, après avoir consulté sa mère, le même Yitzhak, Isaac, il lui avait imposé les robes qu'il jugeait décentes. Surtout, pas de rouge ni de couleur vive qui attire l'attention, et des chaussures fermées à gros talons bas. Enfin, bon, tout ce qu'il faut pour chasser pour annuler le féminin. Dans la vie quotidienne, il semble que le Shabbat, comme dans toute vie quotidienne juive d'ailleurs, orthodoxe ou libérale, le Shabbat rythme évidemment. Mais dans les Sorvice, on trouve cette phrase qui fait frissonner. Le Shabbat régnait sur la maison comme une loi immuable, imposant ses règles strictes et son rythme lent. Hein, évidemment, la loi immuable, bien sûr, ce qui retient l'attention, c'est-à-dire que rien ne bouge, tout est figé, hein, dans une espèce d'éternité qui n'évolue absolument pas. Et, il n'y avait que le vendredi soir et le Shabbat où le temps s'étendait devant eux avec un luxe de lenteur, dans Sota cette fois, de sorte qu'ils pouvaient se parler et apprendre à se connaître. Malgré leur intimité physique, ils étaient encore étrangers l'un à l'autre à bien des égards. Ils n'avaient passé que 5 ou 6 soirées ensemble avant de se rencontrer sous le dais nuptial et n'étaient mariés que depuis 6 mois. Et évidemment, tous ces récits se passent
au XXe siècle, voire au début du XXIe. Hein. Je suis pas dans une littérature où elle nous renvoie au milieu du XIXe siècle, dans un shtetl perdu d'Ukraine. Hein. On est à New York, enfin, vous avez peut-être déjà déambulé dans les rues de Brooklyn, à Williamsburg, où tout le monde parle yiddish, et c'est très sympathique d'entendre comme ça le yiddish parler dans la rue, mais en même temps, on voit des jeunes femmes, des jeunes mamans d'ailleurs, en général, c'est avec une nuée de petits-enfants et c'est vrai on a l'impression de vivre dans un monde qui s'est arrêté, quoi, quelque part. Hein. Voilà. Et arrivent donc les relations sociales entre les hommes et les femmes, euh, où l'on apprend, mais ça je pense que tout le monde sait ça, que lorsqu'une femme se trouve dans une pièce avec un homme qui n'est pas son mari, si tant est que cela lui soit permis, la porte doit être ouverte, bien évidemment. Il n'y a qu'un affreux personnage, Noah Saltzman, qui lui, bien que marié, père d'un grand nombre d'enfants, convoite justement comment s'appelle-t-elle? Dina, C'est Dina dans ce tas. Voilà. Et lui fermera, rentre dans la mercerie où Dina travaille et va soigneusement fermer la porte. On a évidemment aussi tout le côté, bien sûr, pervers de ces messieurs qui est largement exploité. Euh, Rose, à 15 ans, vient rendre visite à son amie, donc Myriam Michel Goldband, qui vit dans un milieu traditionnaliste, mais non orthodoxe. Et quand elle rentre, sa camarade n'est pas tout de suite là pour l'accueillir, et c'est le père de la camarade qui est là. Et elle le revoit pas tout de suite en fait. Elle rentre et elle tombe sur des bouquins de photographie. On va tout de suite venir à la photographie. Et elle tombe sur un bouquin de rien moins que Robert Doisneau. Et donc elle s'assoit par terre en tailleur et elle commence à feuilleter le livre de photographie de Robert Doisneau. Et rentre Monsieur Goldband justement. Et soudain consciente d'avoir exposé ses jambes, elle remit de l'ordre dans ses vêtements. J'attends Michel, dit-elle, mal à l'aise. Mais lorsque M. Goldband commence à lui parler des appareils photo et de la technique photographique, sa curiosité était telle qu'elle en oublia sa timidité et qu'elle oublia même qu'elle parlait à un bel homme, un homme adulte, le père de son ami. Et Naomi Ragen se laisse un petit peu aller, on va dire, en ajoutant un peu plus loin, Rose se sentit parcourue de sensations inconnues, son corps était fiévreux et le contact des bras de l'homme l'électrisait. Il est évident que pour ces jeunes filles, toutes jeunes femmes qui vivent dans un milieu tellement cloisonné, hein, tellement, je dirais presque séquestré, le contact avec l'autre sexe les met tout de suite, évidemment, dans un état, oui, enfin, un état qu'elles ne connaissent pas et sur lequel elles ne parviennent pas à avoir les mots qui conviennent. Hein. Elles n'ont pas le langage pour. J'en reparlerai peut-être si on a 3 minutes à la fin pour évoquer des auteurs hébraïques, cette fois, contemporaines, hein, qui en fait écrivent de la même façon, qui montrent comment les femmes sont dépourvues de beaucoup de choses, mais aussi de cette possibilité d'exprimer leur mal-être et leur sentiment de confusion, hein, et d'éveil des sens, pas trouver d'autres mots à cela, qu'elles n'arrivent même pas à mettre en mots. Parce qu'évidemment, la faute, hein, j'aime pas utiliser le mot péché qui sonne un peu chrétien, mais disons que cette faute originelle qui est suspendue, hein, comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, d'abord, elle est là à tous les coins de rue, si je puis dire. Hein, c'est presque la fameuse faute de Genèse chapitre 4, quand Dieu dit à Caïn, attention, la faute est tapie à ta porte, hein, et si tu n'y prends garde, et puis on sait ce qui va se passer. Chez Naomi Ragen, on ne va pas jusque-là, mais en tout cas, on sent que faute est présente à tout, encore une fois, derrière chaque porte, et les mouvements orthodoxes ont établi une brigade des mœurs, vous le savez
enfin, vous connaissez, entendu parler certainement, qui sont là à épier aussi bien d'ailleurs les maris que les femmes, hein, et qui sont prêts à tabasser un jeune étudiant en yeshiva parce qu'il s'est entretenu avec une jeune fille, justement, et, amour avec Perle, hein, Oui, c'est dans Sota, oui, la cadette. dans ce cas avec la sœur justement de Rose, qui elle prend des libertés et ose aller parler, et le jeune homme se fera tabasser par cette brigade, hein, entre autres. Oui. Petit passage. Oui, par exemple, c'est elle cette brigade qui va organiser le départ de Dina pour New York et qui va obliger le mari de Dina à divorcer. Je reviendrai à ce qu'a fait Dina dans une minute. Et on a la conduite également derrière les apparences orthodoxes. Alors, j'ai déjà parlé de ce Salzmann, hein, de cet ignoble individu, entre autres, qui a trompé sa femme de multiples reprises. Et on a comme ça des personnages qui sont pas tout blancs, on va dire. Alors, une fois que nos héroïnes sont conscientes, enfin plus que conscientes, commencent à étouffer, hein, dans ce carcan dans lequel elles vivent, comment peuvent-elles échapper à ce milieu? Pas forcément complètement y échapper, hein. Il ne s'agit pas de devenir du jour au lendemain une laïque, d'abord parce que c'est très très compliqué. Pour lire un très beau livre de Florence Heyman là-dessus, une sociologue israélienne qui a vraiment étudié justement ce désir de quitter l'orthodoxie dans laquelle on a grandi. Et c'est pas du tout, du tout, du tout évident. Non, là, on a des héroïnes. Commencer encore par Bathsheba, la fille de Jephthé, dont le père, tout orthodoxe soit-il, éduque sa fille également d'une façon ouverte, à savoir, il fait venir non pas un précepteur, mais une préceptrice, en l'occurrence Elisabeth, qui est une jeune Anglaise non juive, et qui lui enseigne la littérature anglaise, la littérature anglo-saxonne, et puis lui-même emmène sa fille au musée. Donc, on est quand même là dans une variante assez ouverte. Il n'empêche que il obligera sa fille à se marier avec cet odieux Isaac, hein. Mais on a là une jeune fille qui n'est pas complètement fermée euh, à la culture extérieure. Et elle y est tellement peu fermée que elle va à la bibliothèque, elle lit donc de la littérature, et entre autres, ça c'est un roman qui est apprécié par plus d'une héroïne, Anna Karenina. Anna Karenine en français, pardon. Anna Karenine, qui est évidemment l'héroïne par excellence de la révolte, hein, et quelle révolte, hein, parce qu'elle quand même va tromper son mari dans une Russie extrêmement corsetée. C'est un petit peu le livre emblématique, hein, de certaines de ces héroïnes, puisque Rose, comme Bathsheba, lit aussi Anna Karenine. Justement, Rose, faisant la découverte de Robert Doisneau, va être complètement fascinée par l'univers de la photographie. Et je viens de parler des musées, donc tout ce qui est tableau, tout ce qui est peinture. La photographie, c'est pas de la peinture, mais c'est aussi une représentation évidemment de l'homme. Donc je reviens à ce fameux deuxième commandement avec cette interdiction de représenter quoi que ce soit. Et là, il y a ce pas qui est franchi, hein, cette frontière, qui vous rappellera très certainement Je m'appelle Asherlev de Chaim Potok. Hein, vous avez peut-être vu la pièce qui avait été montée l'an dernier à Paris. C'était très très bien d'ailleurs. Moi qui m'a rappelé aussi, et là je suis sûre que certains d'entre vous ont suivi ou ont peut-être même la série à la maison, Shtisel. Hein, la fameuse série Une famille orthodoxe à Jérusalem, où le jeune Akiva, qu'on n'arrive pas à marier, si vous vous souvenez du scénario, pendant pas mal presque toute la première saison, son père s'arrache les cheveux, comment est-ce que je vais pouvoir le marier celui-là? Et celui-là est fou de peinture, hein. Il passe son temps à dessiner, il arrive même à exposer, enfin bon, je ne vais pas vous raconter, je seul, acheter la première saison, enfin, c'est super, mais c'est quand même cette histoire de s'évader justement par l'art pictural, qu'il soit peinture ou photographie, et quand même un topos, comme on dit, enfin un thème tout simplement,
qui inspire beaucoup d'auteurs et pas seulement des écrivains, mais aussi, comme on le voit, le cinéma. Et à telle enseigne d'ailleurs que les photos et de Batsheva, photographies prises par Batsheva et par Rose vont faire l'objet d'expositions où tout le monde se précipite. Batsheva va photographier Jérusalem. Hein, elle est amoureuse de sa ville, pour comprendre, et elle photographie Jérusalem, et son affreux mari va aller jusqu'à brûler toutes les photographies, l'appareil photo, enfin il va. Euh, autre thème cher à notre écrivaine, Naomi Ragen, c'est le fait que souvent les jeunes filles, donc ces jeunes héroïnes, sont instruites de la culture profane, je vais dire, laïque, enfin, par d'autres jeunes femmes non juives. Hein, je parlais de cette professeure de littérature anglo-saxonne, mais on a aussi dans Sota, Joanne, une jeune américaine qui fait visiter les musées à Dina, et puis dans Le silence de Tamar, une certaine Jenny qui emmène Adassa au musée. Alors on discutait avec Laurence, et Laurence pensait que c'était peut-être un double, hein, ces jeunes Jenny, américaines. oui, Jenny, c'est l'alter ego de Naomi Ragen, puisque Jenny, comme Naomi Ragen, a perdu son père en étant enfant et à la suite a été scolarisée dans une école orthodoxe. Et Jenny est vraiment le porte-parole de Naomi Ragen dans Le silence de Tamar. Mhm. Aussi, bien sûr. Je disais que c'est une des rares héroïnes qui réussit à trouver sa place entre un monde, j'aime pas profane parce que c'est pas profane, mais disons ouvert, et le respect de ses traditions. Elle me semble la moins perturbée. Elle est issue sa mère est totalement non pratiquante. Voilà. Ouais. Mais comme Naomi Ragen, dont les parents n'étaient absolument pas pratiquants. Et Naomi Ragen qui raconte elle-même que le samedi, ils allaient à la plage. Voilà. C'est pas du tout la synagogue. Non, non, donc c'est vraiment Jenny, c'est vraiment Naomi Ragen. Ouais, vraiment. Oui, parce qu'il faut bien voir quand même que les romans se finissent quand même pas trop mal d'une manière générale. Hein. Elle arrive à retomber sur ses pieds. Parfois, c'est un peu rocambolesque, donc on voyage. Il y a des événements qui vous prennent un peu au dépourvu, mais bon, c'est le charme aussi de cette littérature. Et en général, ça finit effectivement, c'est plutôt des happy ends. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de tourner le dos à la tradition juive. Hein. C'est pas du tout dans l'esprit de Naomi Ragen. Euh, voilà, moi, c'est en gros ce que je souhaitais dire de cette écrivaine. Et je pense qu'elle a une façon d'écrire qui sait, elle sait comment attraper un lecteur. Voilà. Hein, elle sait comment vous captiver. Merci. Tout à fait. Tout à fait. Je pense aussi que j'aimerais bien que vous me parliez de la densité des personnages, parce que ce ne sont pas seulement des porte-paroles d'une loi ou d'un refus de la loi ou d'une illustration de la loi ou d'une révolte, elles ont en elles-mêmes une densité féminine. Je trouve que elles refusent elles ont peur. Elles sont traversées par des sentiments qui mettent le lecteur très proche, très près d'elles. Elles ont peur de mettre le pied droit à la place du gauche, je ne sais jamais dans quel sens, par terre en se levant parce que Dieu va les punir. Elles ont peur des déshabiller et que leurs ongles soient sales au mikvé. On en revient justement au terme arrêdi. Mais il y a une espèce de peur, et cette peur, nous la ressentons, mais elle n'est pas uniquement due, je trouve, aux traditions, mais à leur question métaphysique, qu'est-ce que je fous dans ce monde-là? Oh, pas forcément. Oui, mais pas complètement. Je pense que c'est des concours de circonstances qui les amènent à être troublées. Sinon, elles étaient bien tranquilles dans leur petit milieu. Et puis, justement,
C'est soit la photographie qui vient bousculer ça, soit le... Il y a une très belle citation dans La fille de Jephthé. Comme tout croyant sincère, Bathsheba Halevi Harshen n'avait nulle intention de s'échapper du cadre dans lequel elle était née. Hein, encore une fois, c'est pas la révolution, je balance tout, mais c'est de se sentir, surtout se sentir à partir du moment où on leur impose un mari non aimé, enfin le fait de ne pas pouvoir aller vers, et il y a quand même beaucoup d'héroïnes qui tombent amoureuses et qu'on empêche. Hein, c'est surtout à partir de ce moment-là. Elle avait expliqué à Elisabeth, donc la fameuse prof privée, imagine-toi cette longue chaîne d'êtres que les romantiques évoquent sans cesse, ce n'est pas un hasard. Si chacun naît de certains parents en un temps, en un lieu donné, c'est vrai, c'est une contrainte. Nous sommes confinés dans une boîte, mais en vérité, c'est un refuge, un abri, plutôt qu'une prison. C'est-à-dire elle se sent quand même chez elle, elle se sent quand même quelque part à l'aise. Certes, vous avez évoqué effectivement toutes ces sortes de, qu'on appellerait un petit peu euh, comment appelle-t-on ça Superstition. des superstitions, voilà. Ça fait un petit peu partie de tout ce décorum orthodoxe. Cela nous aide à nous définir à définir ce que nous sommes et à tenir le rôle que Dieu a attribué à chacun de nous dès la naissance. Hein, c'est-à-dire que chacun a son mazal, comme on dit. Enfin, toutes ces croyances-là, d'être à sa place parce que Dieu en a décidé ainsi. Hein. Alors, évidemment, il y a le libre arbitre, comme chacun sait dans le judaïsme, et même dans le judaïsme orthodoxe, mais ce libre arbitre va de pair, pour elle, il me semble en tout cas, avec cette obéissance au commandement. Mais évidemment, il y a des moments où ça va vraiment trop loin, où on les empêche quasiment de respirer. Mais comme vous l'avez souligné, c'est vrai qu'il y a cette peur, mais au bout d'un moment, la peur s'inverse. Enfin, il y a un sursaut hein, très très fort et qui va leur permettre justement d'aller au-delà de là où. Mhm. Ouais, c'est sûr. Ah oui, non, mais il y a loin, loin d'avoir que ça. Ah oui, oui, oui. Alors ça, on peut dire que le côté charnel, voire érotique est très présent. Le mikvé est un moment, et ça, on l'a développé également dans la littérature hébraïque, parce qu'il y a tout un recueil qui s'intitule carrément Bain rituel, dont je vous parlerai quelques minutes. Le mikvé est quand même cet endroit absolument épouvantable, enfin en tout cas dans toutes les descriptions qu'on peut avoir forcément, puisque les descriptions sont faites par des femmes juives orthodoxes qui sont passées par là, qui en sont sorties et pour lesquelles le mikvé a représenté une véritable, plus qu'une épreuve, hein, quasiment une torture physique et spirituelle. D'abord le fait que alors soit le village, soit le shtetl, soit le quartier entier est au courant qu'une femme sort de ses règles et va au mikvé et que la nuit suivante elle va être honorée par son mari, ça c'est déjà quelque chose d'assez épouvantable en soi. La façon dont elles sont traitées au mikvé, c'est-à-dire vraiment la maîtresse des bains qui est en général décrite comme un personnage à la limite du sadisme. Effectivement, n'ayons pas peur des mots. Voilà, le fait qu'il faut qu'elles infligent à leur corps encore un échelon, une étape supplémentaire dans l'annulation complète, l'annihilation complète de leur féminité. Vous savez, il faut se couper les ongles archi, à ras, pour qu'il reste aucune impureté. Enfin, toute cette obsession de la pureté absolue, à laquelle, évidemment, personne, une très belle nouvelle, Fradelstorff sur la pureté, ne peut avoir accès, se trouve complètement ramassé, résumé dans cette épreuve qu'est le mikvé, entre autres. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Pardon? Ah, c'était pas une question, c'était une observation de madame qui disait que c'était en fait la toute-puissance du mari
devant lequel son épouse doit se présenter dans un état de pureté absolue. Et donc, c'était cette mainmise, cette imposition Calvary, d'où la sortie que je vous ai lue tout à l'heure, qui correspond tout de même pas à ce point au commandement ni de la Bible, ni du Talmud, mais que ce mari, cet Isaac, qui s'arroge avoir tous les droits, impose à sa jeune femme, hein, mais jusqu'à un certain point. Ah oui, d'accord, mais c'est pas de la même façon. Vous avez raison, bien sûr que les hommes doivent aller aussi au mikvé le vendredi soir, mais c'est pas tout à fait selon les mêmes règles. Alors évidemment, le judaïsme orthodoxe a bon dos en disant mais la femme de toute façon elle a son propre domaine puisque tout ce qui relève de l'intérieur, tout ce qui relève de la maison, elle en est la maîtresse absolue. Sauf qu'à l'extérieur, elle n'existe pas. Disons qu'au niveau social, et je pense que c'est ça qui interroge nos jeunes héroïnes, c'est qu'elles sentent que une fois mariées, elles n'ont plus accès à une vie en société, si ce n'est la naissance chaque année, une naissance bien sûr chaque année. Certes, elles reçoivent à ces occasions, pour les familles fortunées, des cadeaux absolument incroyables, des bijoux de grand prix. Et alors, hein, pardon? Pour en faire quoi? Voilà, exactement. Oui. C'est bien une question d'homme, ça. Alors là, je... C'est un gynécée. Vous savez, entre femmes, elles n'ont pas besoin du mikvé pour se retrouver entre femmes. Et habillée, on préfère se retrouver habillée quand même. Non, non, il y a quand même l'épreuve. Il y a quand même l'épreuve. Comment il s'appelle? Bernard. Bernard. Il y a quand même l'épreuve de la nudité qui est terrible parce que c'est des femmes qui jamais. Alors, le miroir, jamais ne se regardent dans une glace. Donc, habillées. Alors, à plus forte raison, Calva Homer, comme on dit, se retrouver nues. En plus, elles ne sont pas forcément en compagnie. Hein, elles se purifient l'une après l'autre devant cette espèce de majordome féminin qui est là, qui regarde si tout est bien. Le fait de se retrouver face à son propre corps est une épreuve en soi, hein, un corps qu'elles ne connaissent pas, qu'elles n'ont pas l'habitude de regarder, d'admirer, on n'en parle même pas. Pardon? Pour se purifier. Pour se purifier après les règles. Le sang, les règles? Les règles féminines. Oui. Ah bon? Non, alors, dans le judaïsme, non, mais je comprends votre question. Dans le judaïsme, il faut savoir que le sang vivant qui coule à l'intérieur du corps se dit, comme chacun sait, d'âme. C'est-à-dire que c'est un mot au singulier. Dès que en hébreu le mot est pluriel, d'âme, deux lettres, d'âme, c'est de l'hébreu. dalet même en hébreu. Oui. Le sang qui sort du corps est forcément impur puisqu'il est mélangé à tout ce qu'il y a autour. Et le sang qui sort du corps, le sang versé, le sang des règles, est au pluriel. Le pluriel en hébreu, c'est le signe de l'impureté. Donc, je ne dis pas tout ce qui est au pluriel, mais en ce qui concerne le sang, damim, c'est déjà plus un sang vivant. C'est un sang qui est mêlé à tout le reste. Et donc, entre autres, le sang des règles qui ne sert à rien, si je puis dire, enfin, dans la conception. C'est pas une bonne raison, c'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Et je ne vous raconte pas les détails que vous trouverez chez Naomi Ragen pour être certaine que son corps ne recèle plus rien. Voilà. Et Naomi Ragen n'invente rien. Elle est allée évidemment se documenter chez tout un tas de poskim, de décisionnaires qui ont écrit noir sur blanc, des hommes bien sûr, ce que les femmes doivent faire pour contrôler effectivement qu'il n'y ait plus l'ombre d'un millilitre ou que sais-je
de ce sang impur, comme pour reprendre l'expression. Ah bah, Ah bah, justement, il est là, nous Esther en venons. Reichmann. Tout à fait. Oui, oui. Ah. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas les Alors, conforts sanitaires on lui fait actuels. les ongles. Tout dépend du regard qu'on a là-dessus. Hein, moi, j'ai des textes en hébreu où la narratrice se souvient du retour de sa mère. Je vous lirai peut-être un petit passage. Enfin bon, je voudrais quand même juste énoncer quelques noms. Du retour de sa mère du mikvé, sa mère avait des petites coupures au bord des doigts, tellement la maîtresse de bain y était allée fort. Je ne sais pas si c'est faire les ongles, hein, c'est vraiment s'acharner à ce que les ongles soient coupés ras. C'est pas la manucure du tout, du tout, du tout. C'est pas, Mhm, c'est pas dans cet esprit-là. Non. mhm. En tout C'est cas, ça. Naomi Ragen Oui, c'est montre. pas les mêmes conditions. Oui. Disons qu'avec les jeunes héroïnes de ces romans, quand elles peuvent avoir ce regard justement sur l'extérieur, elles découvrent que elles peuvent se considérer autrement, hein, et on peut avoir un regard sur elles autre que celui porté par le mari, entre autres, ou par leur père, mais surtout par le mari. Et c'est cet autre regard qui va les faire, évidemment, avoir une autre respiration, une autre aspiration. Oui. Par exemple, évidemment, je n'ai pas cité la célèbre série en 4 ou 5 épisodes, les Unorthodox, hein, bien sûr, ou Shira Haas, qui vient vraiment d'une communauté Satmar. Alors là, pour le coup, et où le film montre très bien justement les rapports entre mari et femme, qui sont des non-rapports en fait. Voilà. Selon notre conception à nous hein, de rapports, c'est-à-dire de véritables contacts humains, là, il n'y en a pas. J'ai pas entendu la fin. Ah, écoutez, là, je pense qu'il faut aller consulter peut-être des psychologues ou des gens qui expliqueraient qu'il y a des gens qui ont besoin de ce corset, de ce cadre extrêmement délimité pour se sentir bien. Je ne saurais pas vous dire, mais quelque part, oui, c'est rassurant. Oui, ouais, ouais. Ouais. La coupe du père, oui, Akiv. Mhm. Ouais. Ah oui, oui, non, je dis pas que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hein. Il y a des personnages. Non, madame qui a lu justement La fille Fille de de Jephthé Jephthé. nous parle de l'enfant que Bathsheba, l'héroïne, a eu avec ce fameux mari, Yitzhak, Isaac, et qui, malgré le divorce de sa mère, va rester quand même sous la coupe de son père. Et donc, mais oui, disons qu'entre deux, ce qui n'est peut-être pas forcément non plus l'idéal. Alors, c'est vrai que Laurence me faisait remarquer à propos des prénoms, puisqu'on était là enfin, à parler des prénoms et des noms, on peut imaginer que tous ces milieux-là parlent tout de même yiddish, ce que ne nous fait pas sentir forcément la traduction française. Alors, je ne sais pas si quelqu'un ici a lu les originaux, l'original en anglais. Ouais. Est-ce qu'en anglais, on a Ima, Abba. on a des petites réminiscences de yiddish? Oui, c'est d'accord, d'accord. Mais ça m'étonne pas que le traducteur français il ait zappé ça, parce que ça, j'ai déjà constaté dans des traductions. Bon.
Ah, voilà. Ah oui, des livres non traduits en français, oui. Mhm. Ouais, le yiddish est plus présent, c'est une D'accord. évidence. Enfin, Mm. ça tombe sous le sens, quoi, que Mm. ces gens ont le yiddish comme langue maternelle, même si, bien sûr, ils sont comme, comme le veut la tradition avec les judéo-langues, c'est qu'on est au moins bilingue, quoi. C'est-à-dire le yiddish et bien sûr l'anglais, s'ils sont à New York et l'hébreu en Israël, parce qu'ils sont quand même pas des tourés carta, hein, ils sont quand même pas les gardiens de la cité qui refusent. Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas s'il en reste beaucoup des gens en Israël qui refusent de parler l'hébreu parce que langue sacro-sainte, mais un groupe, oui. Il y en a encore qui ont ce refus-là. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Voilà, alors je voulais, juste avant de clore, alors j'avais apporté évidemment plein de choses, Oui, oui, mais ce d'établir sera un rapprochement avec d'autres figures d'héroïnes de romans. Ce serait intéressant de... d'autres littératures, oui, alors Oui. pour oublier personne. Alors, je vais mentionner des gens qui sont inaccessibles en français, mais j'aurai aussi des livres traduits que je vais vous conseiller. Alors, à tout seigneur, enfin au féminin, je ne sais pas comment dire ça, tout honneur. Et la toute première recensée, en tout cas, on va peut-être découvrir dans des archives quelque part, la toute première autrice ou auteure ou romancière en hébreu, s'appelait Sarah Menken Foner, Foner, et si vous cliquez Foner Books, vous trouverez toutes ses œuvres traduites en anglais par son petit-fils. Elle est née en 1854 à Riga, Sarah Foner, et elle est morte à Pittsburgh, où elle a terminé sa vie en 1936. À l'âge de 5 ans, elle exige que son père l'amène au Cheder, donc cette petite école destinée aux petits garçons. Hein, pas question que les filles y aillent, mais elle a eu de la chance, comme d'autres, d'appartenir à une famille éclairée, c'est-à-dire qu'on pouvait être orthodoxe, mais également, bah, comme encore une fois, le père de Bathsheba qui Mhm. l'emmène au musée. Et le père consent et la petite Sarah va étudier non seulement l'hébreu, mais la Bible, non seulement la Bible, mais le Talmud. Et plus tard, elle se mariera. Son mari va lui jouer un tour pendable. Elle va divorcer. Elle va réépouser quelqu'un d'autre. Elle va beaucoup s'occuper de l'éducation des jeunes filles, donc Riga, mais elle va ensuite aller plus vers le sud, vers la Pologne, en particulier dans la ville de Łódź, ou Łódź, comme vous voudrez. Et elle va écrire des romans qui concernent la condition des femmes en hébreu, entre autres les fameux mariages arrangés contre lesquels elle va violemment s'opposer. Elle va créer également des institutions pour l'éducation des jeunes filles, éducation en hébreu. Elle est très sioniste, enfin, difficile de parler sioniste à l'époque, mais en tout cas, elle fait partie du mouvement des Lumières juives, la Haskalah, partie des, comme tu disais, des maskilotes au féminin, c'est-à-dire des tenantes de la Haskalah, tout en étant une femme juive traditionnaliste. Tout en étant, elle a épousé, son deuxième mari était complètement laïque, hein, n'observait rien du tout, et elle a continué à être observante, à porter quelque chose sur la tête, et même vers la fin de sa vie, carrément, à remettre une perruque, etc. Donc on a de la chance, elle est traduite en anglais sur Internet en plus, si ça vous intéresse. Sarah Foner, F comme France, O-N-E-R. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est une grande figure de la littérature hébraïque commençante, c'est-à-dire on est à la charnière entre 19e et 20e. Dvorah Baron, Deborah Baron, est née à Ouzda, c'est en Biélorussie, pas loin de Minsk, en 1887. Elle meurt à Jérusalem en 56. Et dans l'intervalle, dès l'âge de 17-18 ans, elle devient une des premières nouvellistes parce qu'elle a excellé dans de la nouvelle en hébreu, dans l'aéropage, si je puis dire, des tous jeunes écrivains hébraïques de l'époque. Si je dis Brenner, par exemple, Bialik, là, peut-être ça va vous dire plus, mais c'est une prosatrice et elle va s'attacher à dépeindre la vie juive du shtetl, de la bourgade juive,
mais sous ses aspects les plus négatifs, c'est-à-dire justement cette condition féminine de pouvoir être abandonnée ou acculée au divorce parce qu'il n'y a pas d'enfant dans la vie du couple et que pour la famille, c'est pas possible et que c'est forcément la femme qui est la coupable, bien sûr, avec des mariages parfois d'amour, ça arrive, même arrangés, créant des situations absolument horribles. Et on a comme ça toute une galerie, avec dans une langue hébraïque absolument magnifique, de femmes qui subissent des outrages, de maris qui les trompent, euh, et on a également tous les âges, hein. On a des descriptions de fillettes orphelines qu'on amène dans le village d'à côté, qui va servir de petite servante jusqu'à ce qu'on la marie avec un vieux bonhomme qui ne paye même pas attention à elle, et elle a des doigts de fée. Tout ce qu'elle touche un petit peu devient lumineux. Elle a la lumière au bout des doigts. Et son mari, un jour, arrive avec une vache qu'il a achetée. Et cette vache vient d'être séparée de son petit veau. Et il y a toute la douleur maternelle d'avoir été séparée de son enfant. Et elle va entendre ce pleur de l'animal. Et pour la première fois de sa vie, elle va avoir une relation humaine avec cet animal. Une des plus belles nouvelles de Dvorah Baron s'appelle Étincelle de lumière, où le personnage, Fro Massara, va connaître l'amour, entre guillemets, avec cette relation avec cet animal, une relation qu'elle n'a jamais connue tout au cours de son existence. Quand elle arrive à l'âge de 5 ans, elle a une main qui pend, enfin c'est difficile à traduire, qui évoque la perte maternelle, qui évoque le fait qu'elle n'a plus sa mère et qu'elle est comme ça livrée à elle-même. Enfin, Dvorah Baron, malheureusement, alors Dvorah Baron, ni en anglais, ni en français, donc il faut vous mettre à l'hébreu. Je n'ai pas de... En revanche, la suivante, deux grandes autrices. Alors, Esther Kreitzmann. Esther Kreitzmann, c'est juste ni plus ni moins que la sœur de Yitzhak Bashevis Singer. Je pense que ça vous dit quelque chose. Et de son grand frère, Israël Yoshua, comme on dit en français, Israël Joshua, parce qu'il a émigré aux États-Unis, qui sont deux grands auteurs, sauf qu'on oublie la petite sœur, qui était la sœur aînée. C'est pas du tout la petite sœur, c'était l'aînée de la famille, donc qui était née en 1891 et qui était une autrice de premier ordre. Alors, La danse des démons, absolument obligée, j'ai pas le temps de vous faire la lecture, mais vous croyez sur parole. La danse des démons, merveilleusement traduit par Carole Materon. Vous trouverez, j'espère que vous le trouverez. Et puis, il y a deux autres recueils, Le Diamantaire et puis Blitz, je crois, qui ont été traduits, qui sont peut-être à l'Antilope, parce que je pense que c'est Gilles Rosier qui a dû les traduire. En tout cas, Esther Kreitzmann, Kreitzmann, dans ce roman plus ou moins autobiographique de La danse des démons, où elle dépeint la famille Zinger, qui bien sûr ne porte ni les prénoms ni le nom de famille, mais quand on connaît un petit peu la famille, on remet tout à fait les prénoms sur les personnages, et surtout comment elle a été mariée, mariage arrangé, avec un jeune diamantaire d'Anvers. Et la scène du mariage est absolument horrible. Vraiment, c'est une vraie torture. Et tout ce qu'elle vit au quotidien comme jeune fille, justement, qui n'aspire qu'à l'écriture, qui aspire. Elle est aidée en cela par le frère aîné, Israël Yoshua, dont vous pourrez lire aussi, mais bon, l'heure n'est pas aux écrivains. Et j'en arrive à l'hébreu. Alors, en hébreu. Ah oui, non, je Fradelstock, oh là. Alors, vous avez aux éditions de la Bibliothèque Médem, alors pour les yiddishisants, c'est super, et pour les autres, c'est tout aussi super, c'est en bilingue. Une écrivaine qui s'appelle Fradl Stock, qui est née en Ukraine, qui a émigré, qui est née en 1888, qui émigre à 19 ans aux États-Unis, qui est d'abord une poétesse reconnue, vraiment par ses pairs, toute cette jeune génération de jeunes poètes yiddish qui créent une poésie extrêmement moderne. Et elle va se mettre à la nouvelle dès les années 18-19. Là, elle sera moins appréciée, je pense que ce sera plutôt par jalousie qu'autre chose, parce qu'elle aussi a une langue extrêmement moderne. Et on a dans ce recueil, enfin ce petit recueil qui s'intitule Une danse, on a une nouvelle absolument poignante d'une toute jeune veuve
elle a été obligée de se raser la tête. Alors, encore une chose dont on n'a pas parlé, évidemment, en se mariant. Et 3 mois plus tard, son mari décède. Et malgré cela, étant veuve, elle est obligée de continuer à porter la perruque, puisqu'elle a été mariée. Et elle n'a qu'une nostalgie. D'abord, sa maman décède aussi, et ça, c'est une perte infiniment plus cruelle que celle de son mari, mais elle avait 2 longues nattes brunes et fournies qui lui descendaient jusqu'au rein, et elle n'attend que le jour où ça pourra repousser. Et lorsque elle sent que ses cheveux repoussent un petit peu sous sa perruque, elle se permet de prendre quelques mèches et de les mêler aux mèches de la perruque, jusqu'au jour où les mèches se font de plus en plus fortes, et une belle journée de printemps, enfin, je vous divulgage la nouvelle, mais vous pouvez la lire, elle est très belle, et où vraiment elle mélange du coup ses cheveux nouvellement repoussés à la perruque, et elle va se promener dans la rue avec une sensation de liberté jusqu'à ce que une voisine remarque: ah, tu es en cheveux, comme on disait autrefois en français. Comment oses-tu? Et ta mère si... Et elle repart chez elle, le cœur brisé, et avec une si belle journée. Et, et, et voilà. Euh, et vous pourrez trouver une autre nouvelle de Fradostock sur Internet, sur le site de Sifriateinu, une nouvelle de la même eau, une belle fille, la belle fille de Hinde Gittel. Bref, je n'ai pas le temps de tout vous raconter. Je passe donc quand même à l'heureux, parce que je voulais vous parler de Chaya Esther. Vous pouvez trouver aux éditions Caractère, et puis si elle l'a plu, bah, elle le rééditera. Ça s'appelle Le bain rituel. Et chaque nouvelle évoque justement le mikvé chez des femmes de tous âges. Ça va de la jeune épousée à la femme d'âge mûr qui va au mikvé en pensant au garçon qu'elle aurait tellement voulu épouser et qui vient de mourir. Et ça éveille en elle, ah mais c'est une langue d'une poésie en prose. Chaya Esther a grandi. Alors, je grandis jusqu'à 30 ans. Elle était plongée, c'est le cas de le dire, pour le bain rituel, dans un milieu ultra-orthodoxe, jusqu'au jour où elle commence à écrire des nouvelles où il y a un érotisme certain se dégage. Là, elle est radiée des cadres, si je puis dire. Elle est renvoyée de l'école où elle enseignait, et elle quitte progressivement elle quitte le milieu, en fait. Voilà. Donc, vraiment, Chaya Esther, le bain rituel. Et puis, il y a une autre autrice, Yehudit Rotem. Elle a divorcé au bout de 20 ans. Alors, elle est née en Hongrie. Elle venait vraiment d'un milieu Satmar, en arrivant en Palestine mandataire en 1945. Elle, toute petite, elle était toute petite fille, et elle a donc eu c'était 6 enfants ou 5 enfants, enfin pas mal d'enfants aussi. Et lorsqu'elle divorce de son mari, elle entraîne dans son sillage ses 4 filles. Le fils va rester avec son père, et les 4 filles vont suivre la mère, qui est vraiment une autrice extrêmement renommée, Yehudit Rotem en Israël. Alors là, malheureusement, j'ai pas vraiment de recueil à vous conseiller. J'ai bien une édition. Ça a été édité dans une édition allemande. Il y a plusieurs nouvelles hébraïques d'aujourd'hui, dont deux nouvelles de Judith Rotem, qui portent, encore une fois, sur des héroïnes qui sont malmenées par la vie, par un amour complètement déçu, et par aussi un jeune homme qui ose. Alors, un héros, pour le coup, pas une héroïne, qui ose franchir le pas, et qui quitte son milieu complètement, qui disparaît alors là dans la nature. Lui est animé non pas par le dessin ou la photographie, mais par le chant. Et il faut savoir que dans la tradition juive, le chazan, ça peut être, on voit ça dans la littérature yiddish, ça peut être une figure de tentateur, parce qu'il a une belle voix et que les femmes se régalent en général en écoutant sa voix, et que donc il n'est pas forcément très bien vu des maris, évidemment. Et là, ce jeune homme, justement, ne vit que par son chant, et il va s'évader. Voilà, Yehudit Rotem. Voilà, c'était une petite ouverture. Je propose qu'on en puisse faire une photocopie et puis qu'on puisse la donner à Evelyne et mettre sur le site qu'on ait les textes traduits en français. Mais excellente idée. Je vais vous l'envoyer. Oui, voilà. Vous me l'envoyez avec toutes les références Très bien, oui. existantes, comme ça. Puisqu'on a parlé du Razan, est-ce que vous voulez nous chanter une petite chanson?
pour Oui. clore. Une petite chanson. Une petite chanson. Petite? Voilà, je ne suis pas académique en tant que. Bon, comme on a beaucoup parlé de Yiddish, je ne vais pas chanter dans des micros. Ouais. Enfin, On va en mettre deux. des micro-conférences, pas des micro-chants. Stéréo. Non, 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 non. Donc, une petite chanson en yiddish pour, voilà, pour clore la soirée. Une chanson yiddish, une chanson d'amour. Ouais, mais je pense que je peux chanter comme ça. Je pense que ça, c'est gentil. Non, ça devrait pouvoir aller. Euh, alors, c'est un jeune homme qui parle à la jeune fille qu'il aime, précisément. Et il lui dit, aussi vrai que le papier est blanc et l'encre noire, c'est vers toi que mon cœur soupire. Oh, que j'aimerais près de toi rester, 3 jours et 3 nuits durant, et baiser te donner. Hier, je m'en fus à la noce. Il y avait plein de belles jeunes filles, mais aucune n'égalait ta chevelure de jais et tes noires prunelles. La vie et la mort sont entre les mains de qui vous savez. Papier ist doch weiß und Tint ist doch schwarz. Zu dir mein süßes Leben, zieh doch mein Herz. Vollständig gesessen, seit ich noch anan, zu kischen dein süß Brunnen, in zu kischen dein Hand. Nächten bei Nacht bin ich heut, ach hassene Gewein. Viel Scheine Mädele, hab ich dort gesehen. Viel Scheine Mädele, sie dir kommt nicht gut. Sie deine schwarze Egele, sie deine schwarze Uhr. Dein Taille, deine Miene, dein edler Fasson. In Herzen brennt ein Feuer, wenn sie das nicht tun. Nicht was was soll, wissen wie es brennt. Der Tod und das Leben ist bei Gott in die Hand. Papier ist doch weiß, in Tint ist doch schwarz. Zieh dir mein süßes Leben, zieht doch mein Herz. Vollständig gesessen, 3 Tage noch an Nacht. Sie kischen dein süß Brunnen, und sie kischen dein Hand. C'est une folk song, donc pas de nom d'auteur ni de compositeur. Vielen Dank. Allez. Merci beaucoup, Michel Tauber. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous voulons vous remettre un petit cadeau. Wow. Voilà. Merci beaucoup. Et je voulais aussi vous dire qu'au sein de ce bâtiment, nous avons un mikvé. Et un mikvé, nous avons un mikvé et un mikvé caché de chez Kacher, qui lorsqu'il a été fait par supervisé par un rabbin de Bnei Brak. Et donc, pour celles et ceux d'ailleurs qui souhaitent faire un mikvé un jour, sachez qu'il est en activité et qu'il n'y a pas de problème pour vous accueillir. Voilà, c'est pas aussi traumatisant que chez Naomi Ragen. Non, absolument. Je voulais juste rappeler cet ouvrage, puisqu'on parlait de 7 octobre, composé par une poétesse israélienne qui est venue à Paris tout récemment. Elle est venue à Adat Shalom, dans ma communauté, et également à l'université, à Strasbourg. Elle s'appelle Gili Khaimovitch, elle est elle-même poétesse, et elle a donc tenu, après le 7 octobre, à publier une anthologie intitulée Sous notre ciel brisé. Cette anthologie, qui est bilingue français-anglais, qui n'est pas dans les langues originales, pas tout faire, elle l'a voulu multilingue. Mais multilingue, enfin mais, il n'y a pas de mais,
en arabe, des poèmes écrits par des poètes arabes israéliens, par des poètes arabes non israéliens, par des poètes turcs, par des poètes iraniens, des poètes et des poétesses d'ailleurs, aussi beaucoup. Il y a une poétesse afghane également, et bien sûr des poètes et poétesses israéliens. Euh, les poèmes ne portent pas tous directement sur le 7 octobre. Il y en a certains, ceux de Gili, ainsi que de Gilad Meiri, qui est un poète, ont été écrits vraiment dans les jours qui ont suivi, et d'autres ont été donnés à Gili pour qu'elle puisse les éditer. J'en ai quelques, il m'en reste là de la part de l'éditeur, et Unicité. Quelques exemplaires, vous pouvez les consulter et les acquérir si vous avez envie, mais en tout cas de jeter déjà un coup d'œil dessus. Voilà. Merci beaucoup, Michel Taubert.